Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Prenons le temps encore ensemble d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. Faisons-le d'abord avec notre invité du jour, Martin Lévrier, bonsoir. Vous êtes sénateur RDPI des Yvelines, RDPI c'est le groupe En Marche au Sénat. Vous êtes vice-président de la commission des affaires sociales, vous étiez le vice-président de la commission d'enquête Covid au Sénat. Vous allez réagir d'ailleurs à cette nouvelle recommandation du Haut Conseil de santé publique au sujet des masques en tissu. Cela pourrait changer la donne dans les semaines à venir, on en parlera avec vous. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous ce soir, Steve Jourdain, bienvenue Steve. Les élus de la montagne à l'Elysée ce soir très inquiets pour les stations de ski qui pourraient rester fermées en février. C'est ce que Jean Castex devrait effectivement annoncer demain et les sénateurs sont extrêmement remontés, Rebecca. Antoine Comte est également avec nous ce soir, bienvenue Antoine. Bruno Retailleau lance son application, sa campagne pour être le candidat de la droite en 2022 se précise donc. Oui Rebecca, le patron du groupe LR au Sénat vient de franchir une nouvelle étape dans sa course effrénée à la présidentielle. Et on en parlera. Quentin Calmet fait aussi partie du club ce soir, bienvenue Quentin. Le projet de référendum sur la protection du climat dans la Constitution arrive demain en Conseil des ministres, mais c'est un peu le Sénat qui détient la clé. Oui, bonsoir Rebecca. Alors sur qui le piège du référendum va-t-il se refermer? Emmanuel Macron joue gros, les sénateurs aussi. Analyse de ce poker menteur dans un instant. Et on a hâte d'en savoir plus dans une demi-heure. Notre grand débat, on va s'arrêter sur cette proposition de loi d'une députée En Marche qui arrive au Sénat demain. Elle veut repousser le délai légal de l'avortement de 12 à 14 semaines. Plusieurs milliers de femmes partent chaque année à l'étranger pour des IVG hors délai. Le confinement a aussi empêché certaines femmes d'agir dans les temps. C'est la raison pour laquelle le sujet est remis sur la table. Hors de question, répond la majorité sénatoriale. Hors de question aussi pour certains médecins. On verra pourquoi. On ouvre le débat ce soir. #ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Mais d'abord, cette recommandation qui sème le trouble dans ce combat contre la pandémie. Le Haut Conseil de la Santé remet en question l'efficacité de certains masques en tissu à cause de l'arrivée des nouveaux variants. S'il y a vraiment un nouveau problème avec les masques, c'est toute une stratégie qui pourrait être revue. Vous me direz ce que vous en pensez dans un instant. Martin Lévrier, d'abord les faits avec Flora Sauvage. Face à l'arrivée de variants plus contagieux du Covid-19, les masques en tissu de catégorie 2 qui filtrent 70% des particules sont à éviter, selon le Haut Conseil de santé publique. Dans son avis, le Haut Conseil recommande les masques industriels de catégorie 1 qui filtrent 90% des particules. Le ministre de la Santé est revenu sur ces nouvelles recommandations. Les personnes qui se sont fabriquées leurs propres masques, y compris en suivant les normes AFNOR sur Internet, devraient basculer vers des masques plutôt industriels dont les normes de filtration correspondent au moins à 90%. C'est la plupart des masques que nous avons d'ailleurs distribués nous-mêmes sur le territoire national. Donc ça ne change pas fondamentalement la donne, seulement faire attention à ce que le masque grand public qu'on porte corresponde bien à ces normes industrielles. Faut-il alors, comme en Allemagne, en Bavière, rendre obligatoire le port du masque FFP2 qui filtre 94% des aérosols dans les transports en commun et dans les commerces? Moi je pense que les FFP2 doivent être réservés dans des indications très précises. La preuve c'est qu'on ne les met même pas quand on fait des interventions chirurgicales. Les FFP2 comme soignant, c'est quand vous faites une intervention invasive. Et c'est là qu'il faut effectivement une protection supplémentaire. Au Sénat, ces nouvelles recommandations suscitent des interrogations. On a demandé aux gens il y a 1 an, dans le cadre de la première vague, de faire leurs masques. Et on leur dit aujourd'hui, vos masques ne sont plus efficaces. Dans son dernier avis, le Haut Conseil à la santé publique recommande aussi d'allonger la distance sociale de 1 à 2 mètres entre les personnes, car le port du masque n'est pas le seul geste protecteur face au Covid-19. Allons plus loin donc avec vous, Martin Lévrier. C'est vrai que quand on voit l'Autriche et la Bavière imposer le masque FFP2, on tremble un petit peu. Comment vous voyez ce nouveau problème ? C'est un nouveau problème qui est lié à un virus qui a muté et qui a évolué et dont la conséquence est que ce nouveau virus, entre guillemets, ce virus mutant est beaucoup plus contagieux qu'avant. Donc il ne faut pas dire qu'avant ça n'allait pas, que les masques qui ont été fabriqués par les personnes au moment du début de la crise, chez elles, etc., c'était une mauvaise idée, c'est pas vrai. Aujourd'hui, ce mutant a l'air effectivement de
pouvoir peut-être traverser les masques, et donc il est bien naturel que la science nous dise attention, soyez plus prudents. Donc allons-y par étapes. Moi, je n'ai pas d'inquiétude sur les masques tissus industriels qui protègent à peu près à 90%, voire plus. Et n'oublions pas que si on a un tout petit peu de distance, il faut reprendre du bon sens toujours par rapport à ça. La première importance dans le geste barrière, la toute première, on n'en parle plus, mais c'est la première, c'est se laver les mains tout le temps. Non, c'est se laver les mains. Se laver les mains est essentiel. Le deuxième point, effectivement, c'est la distance, et donc l'aérosol de distance et les masques, mais c'est le deuxième point. Et ce deuxième point, il y a quelques petits efforts à faire si vraiment cela est confirmé, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, si j'ai bien compris. C'est un peu plus de distance des uns aux autres, et ça, on sait le faire. Et porter des masques qui ne sont plus ceux qu'on faisait soi-même, mais des masques industriels ou des masques jetables tels qu'aujourd'hui. Donc, n'allons pas, parce que on a vu que le virus avait muté, qu'il était plus contagieux que l'autre, inventer une nouvelle degré d'inquiétude. Je crois qu'on en a assez, et on sait gérer ça aujourd'hui par le bon sens, chacun, par cette volonté de tenir les gestes barrières les uns les autres. Si toutefois ça devenait nécessaire, de toute façon, on n'a pas vraiment les stocks, ce sont des masques très chers, on ne pourrait pas les distribuer ou les imposer. Ah, ça serait compliqué, effectivement, parce que les stocks, il faut les créer, il faut aller les chercher. La fabrication est aussi, elle aussi, complexe. Mais ce que disait mon collègue Savary, qui lui est médecin en plus, ce qui n'est pas mon cas, est très clair. Aujourd'hui, même à l'hôpital, on l'utilise très peu. Donc, sachons raison garder. Ce virus est un virus fort désagréable, on est bien d'accord, mais n'allons pas lui inventer non plus toutes les plaies de la terre. Pas de panique. On va continuer, Martin Lévrier, avec nos chroniqueurs. C'est l'heure du club. Et Steve Jourdain, on commence ce club avec vous. Plusieurs sénateurs sont reçus ce soir à l'Elysée. À l'ordre du jour, la réouverture ou non des remontées mécaniques. Ils sont 9, Rebecca, 9 sénateurs de la montagne à être reçus ce soir à l'Elysée. C'est eux qui avaient sollicité ce rendez-vous. C'était juste avant les vacances de Noël. Alors est-ce la rencontre de la dernière chance? Est-ce cette dernière opération de lobbying pour une réouverture ou non des remontées mécaniques en station? Cet après-midi, les sénateurs n'y croyaient déjà plus. Écoutez. Tant que la décision n'est pas formalisée par l'exécutif et qu'elle n'est pas annoncée, on a encore un soupçon d'espoir. Malheureusement, tous les indicateurs, tous les éléments que nous avons nous conduisent à penser que les remontées mécaniques n'ouvriront pas ni fin janvier ni au mois de février. Ni fin janvier, ni février, c'est effectivement ce que devrait annoncer Jean Castex demain lors de sa traditionnelle conférence de presse. Hier, sur le plateau de C'est à vous, Jean Castex a d'ailleurs esquissé ce qu'il devrait nous dire demain. Écoutez. Les stations de ski, quand j'entends certains dire « ben oui, mais telle autorité, souvent décentralisée, privilégie les questions économiques sur les questions sanitaires ». Ça, M. Cohen, pas question. Pas question. Pas question. La question sanitaire prime la question économique. Cet argument, les élus ne le comprennent pas forcément. Ils estiment que les professionnels de la montagne ont pris toutes les précautions nécessaires pour éviter de trop grands attroupements dans les stations de ski. Écoutez, Cyril Pelva à ce sujet, c'était tout à l'heure à mon micro. On a tous travaillé pour faire des propositions, notamment pour pouvoir réouvrir en toute sécurité. On voit dans certains pays ça fonctionne très bien et malheureusement on n'a pas eu l'écoute du gouvernement. La porte n'a jamais été ouverte à une réouverture et on n'a même pas eu de réponse. Voilà, des élus de la montagne abattus, en colère. Qu'est-ce qu'ils demandent maintenant, Steve? Ils demandent que les professionnels soient indemnisés à hauteur du préjudice subi. Rappelons ce chiffre, Rebecca, les vacances de février représentent un peu plus d'un tiers de la fréquentation hivernale dans les stations de ski. Ce qu'ils demandent aussi, ces élus, c'est qu'on leur rende la montagne. Écoutez. Quand on a une vision parisienne et auto-centrée des sports d'hiver, c'est des CSP+, qui vont en vacances au ski. Nous, quand on a notre vision à nous, c'est notre industrie. Il faut juste un peu changer de paradigme, un peu changer d'axe de vue et bien se rendre compte que nous, chez nous, c'est vital. Donc rendez-nous la montagne, notre montagne à nous. Martin Lévrier, quand est-ce que votre majorité va rendre la montagne à Loïc Hervé? Et plus sérieusement, est-ce qu'il faut un plan Marshall pour aider ces professionnels en montagne? Alors d'abord, qui a volé la montagne? C'est le Covid. C'est la maladie, c'est ce virus. Ça n'est pas les hommes politiques de droite, de gauche, du milieu, de je ne sais pas où, qui l'ont volé. Il faut replacer les choses au centre. Ensuite,
La montagne souffre, c'est une évidence. Il y a deux regards à avoir. Il y a le problème économique de toute l'économie blanche qui est très importante et qui est en grande souffrance et en grand danger. Et qui oserait dire le contraire aujourd'hui? Personne, pas un homme politique. Et il ne s'agit pas là aussi de politique politicienne, à droite comme à gauche, on est tous d'accord. Donc là, c'est au rôle de l'État et du gouvernement de faire ce qu'il fait. Vous l'avez vu et c'est reconnu dans le monde entier. La France est à la pointe économique pour protéger, aider toutes les économies qui sont en difficulté. Je pense à la culture par exemple, au sport, donc les sports d'hiver aussi. Donc je fais toute confiance en le gouvernement pour répondre aux inquiétudes et aux attentes du monde de la montagne. En revanche, pour tout ce qui est des personnes dont je faisais partie, qui aiment bien aller skier, etc. Je demande juste du bon sens là aussi et de respecter cette difficulté et de se protéger les uns les autres et de bien comprendre qu'aller skier aujourd'hui est une erreur. Je reprends l'exemple du mois de décembre de mémoire où la Suisse, je ne sais plus quelle station, a voulu réouvrir. Ça a été une émeute, des batailles, j'allais dire, au pied des remontes pentes qui ont été une catastrophe pour la pandémie. Donc attention, on essaye de protéger notre pays, on fait tout pour le faire. On parle même aujourd'hui, c'est un paradoxe, mais on se pose la question de reconfiner, c'est les questions qu'on a tous les jours sur les plateaux. Et d'un autre côté, on nous demande d'ouvrir certains points, ça n'a pas de sens. Mais vous restez convaincu que la fermeture des remontées mécaniques est justifiée d'un point de vue sanitaire, parce qu'on a beaucoup dit que c'était lié aux éventuelles fractures, aux ruptures de ligaments qui pouvaient engorger les hôpitaux. C'est la même chose. On est vraiment convaincu de ça? Il y a deux choses. Il y a pour moi ce que vous venez de dire, c'est-à-dire effectivement le risque d'engorgement de l'hôpital. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'on est sur un plateau haut et que le nombre de lits de réanimation, de lits d'hôpitaux pris par le Covid est trop important. Il n'est pas dramatique, mais il est trop important. Donc si on surcharge avec des blessures plus ou moins graves, des traumatismes, l'hôpital, et qu'on a une nouvelle vague qui peut arriver, il suffit de voir ce qui se passe en Irlande par exemple, on prend des risques énormes pour tout le monde. Et le deuxième point, je suis désolé, c'est que pour qui a fait du ski, c'est très bien que les files d'attente, ce n'est pas le faire du ski qui est dangereux. Parce qu'effectivement, là on est en plein air et on a une distance de sécurité minimale et largement suffisante. Mais dans les remontes de pente, dans les œufs, dans les télécabines, etc., je suis désolé. Là, il peut y avoir un danger. Antoine Comte, on va continuer ce club avec vous. Et alors vous revenez sur une info politique intéressante, à plus d'un titre. Bruno Retailleau, patron du groupe LR au Sénat, qui se verrait bien candidat de la droite en 2022, lance son application. Une application de campagne en somme ? Oui, absolument. Le candidat à la primaire des Républicains a décidé de se mettre en ordre de marche et de lancer une application sur smartphone le 27 janvier prochain, dès le 27 janvier prochain, pour rassembler ses soutiens pour 2022. Mais cette application qui s'appellera Sans grande originalité 2022, le sénateur de Vendée refuse pour le moment d'en parler. Selon son entourage, la raison est simple. En fait, il souhaite tout simplement maîtriser la communication autour de cet événement. Et d'ailleurs, on l'a bien senti tout à l'heure quand on a essayé de l'interviewer en salle des conférences du Sénat avec Gaspard Flamand. Attention, ça va très vite, regardez. Vous la lancez quand alors ? Dans quelques jours. Dans quelques jours, ok. Un lancement décalé donc de quelques jours, nous a-t-il timidement confirmé, en raison d'ajustements techniques de cette application menée actuellement par l'équipe du candidat, Rebecca. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dans cette application ? Alors, je ne vous cache pas qu'il a été très difficile pour moi de trouver des informations sur les contenus de cette application, puisque Bruno Retailleau ne souhaite pas en parler. Mais j'ai quand même pu mettre la main sur quelques éléments assez intéressants grâce aux murmures de certains de ses proches. Alors, dans cette appli, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver des informations géolocalisées sur sa campagne, un agenda avec les grands événements à venir du candidat, également des photos, des vidéos. Mais ce qui paraît le plus intéressant, ce sera la possibilité pour les utilisateurs de cette appli, en fait, de faire des dons pour apporter un soutien financier directement via l'appli au candidat. En gros, ce sera un clic égale un adhérent. Un clic, un adhérent, c'est ce qui fait dire d'ailleurs aux éditorialistes politiques qu'il s'est inspiré d'En Marche, puisque ça ressemble effectivement à ce qu'avait fait Emmanuel Macron pendant la campagne en 2017. Oui, tout à fait, Rebecca. Le mouvement En Marche s'est lancé à l'époque avec exactement le même concept, vous vous en souvenez, notamment au niveau départemental pour rassembler les soutiens du futur président de la République dans les fameux comités locaux d'En Marche. Et en fait, Bruno Retailleau fait à peu près la même chose. Lui, il veut fédérer ses soutiens dans les territoires. Mais là où le sénateur de Vendée innove peut-être un peu plus, c'est qu'en fait, il aurait souhaité, selon ses proches que j'ai eu tout à l'heure au téléphone, mettre en place un système de gratification des utilisateurs de cette fameuse application. En gros, plus vous êtes engagé et participatif au sein de cette application, plus vous recevez des infos un petit peu croustillantes, un petit peu intéressantes de votre champion en échange. On va écouter ce que pense de cette initiative Jean-François Rapin, le sénateur LR du Pas-de-Calais, officiellement soutien du principal adversaire, en tout cas de l'un des principaux adversaires de Bruno Retailleau à droite, Xavier Bertrand. On l'écoute.
Je ne critique pas cette opération parce que je pense que c'est un bon moyen. Xavier Bertrand, lui, a la Manufacture, qui est un mouvement beaucoup plus ancien, qui n'est d'ailleurs pas un mouvement politique, qui est une association qui regroupe les idées. Et là aussi, le principe, c'est vous voulez apporter quelque chose, vous voulez montrer votre ambition, votre envie de voir une autre façon de faire de la politique, adhérer. Donc voilà. Donc c'est un peu le principe de soutenir en fait les idées de ceux qui veulent les porter sans être encarté à un parti politique. Martin Lévrier, on l'a bien compris, donc avec cette appli, Bruno Retailleau ne lâchera rien dans cette bataille à droite jusqu'au bout, et notamment face à Xavier Bertrand. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette guerre fratricide qui s'annonce à droite? Est-ce qu'elle peut réellement favoriser le président Macron? Allez, de l'analyse politique, Martin Lévrier. Alors, analyse politique sur ce qui se passe à droite ou sur cette application? Parce que, sur les deux. Sur les deux. Alors, sur l'application, je vais aller très vite parce que un exercice que je déteste, c'est parler des rumeurs. Aujourd'hui, on n'a pas assez d'informations. Le peu d'informations que vous me donnez me font un peu sourire parce qu'elles ne ressemblent en pas grand-chose à ce qu'était En Marche. Ne l'oubliez pas, En Marche, c'était avant tout fédéré au niveau de la base, donc trouver des gens avec la Grande Marche. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cette Grande Marche où on se déplaçait, on allait voir les gens pour être à l'écoute des autres. Là, ce que vous nous avez expliqué de ce que j'ai compris, c'est qu'on était à l'écoute de Bruno Retailleau et qu'on cliquait et que dans ces cas-là, on avait plus d'informations. Donc, c'est un système complètement inversé. C'est un peu la logique des territoires où certains voient les territoires comme une force, c'est mon cas, ou comme une baronnie, ce qui n'est pas mon cas. Je glisse. On sent que vous n'avez pas téléchargé l'appli de Bruno Retailleau. Pourquoi pas, mais en tout cas si je clique je ne serai pas adhérent pour autant, mais c'est toujours intéressant, mais j'aime parler de choses qui existent alors elles n'existent pas pour moi. Donc, il l'a confirmé en tout cas, c'est une vraie. Il l'a confirmé, mais on ne sait pas de quoi on parle, donc on a des rumeurs, donc je suis très prudent sur les rumeurs, excusez-moi, je trouve qu'on fait trop de politique à travers la rumeur et que ça ne mène pas bien loin en général. Pour ce qui se passe à droite, écoutez, moi je suis toujours heureux de voir qu'il y ait des gens qui veulent s'investir pour la France. Donc qu'il y ait des candidats à droite ou ailleurs, je trouve toujours que c'est intéressant parce que ça participe à la démocratie. Maintenant, est-ce que deux candidats de droite qui paraissent aussi différents dans l'idée ont les mêmes valeurs? J'ai des grands doutes. Donc là, c'est ce qui m'inquiète le plus. C'est-à-dire qu'on parle de valeurs. Enfin, pour moi, quand on fait de la politique, on a un certain nombre de valeurs. On a une colonne vertébrale. Là, ils partent d'un même parti qui devrait donc avoir la même colonne vertébrale. Or, j'ai le sentiment que ce sont deux personnes qui n'ont pas du tout la même structure de valeurs. Donc, pour leurs adhérents, ça risque d'être très compliqué. Et j'espère qu'ils ne rentreront pas dans une guerre fratricide qui serait très dommageable pour la France. De toute façon, c'est pas bon, les guerres fratricides. Allez, encore un peu de politique avec vous, Quentin Calmet. On va terminer ce club avec vous. On aborde un sujet qui donne lieu à un vrai bras de fer entre l'Élysée et le Sénat, encore un, direz-vous. Le référendum, cette fois sur la protection du climat, dans l'article 1 de la Constitution. Le texte arrive en Conseil des ministres demain. C'est bien ce que souhaitait Emmanuel Macron. Mais Gérard Larcher est contre et son avis est assez déterminant. Oui, Rebecca, tout à fait. Alors, petit rappel du b.a.-ba en matière de révision constitue, car nous ne sommes pas tous des experts. Le gouvernement présente un projet de loi. Les deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, trouvent une rédaction commune et ensuite le texte est soumis au suffrage des Français par référendum. Et donc, pas de dernier mot exceptionnellement pour les députés. Ces députés et les sénateurs, ils ont le même poids, entre guillemets. Emmanuel Macron a donc effectivement, Rebecca, besoin du vote des sénateurs et surtout des LR et des centristes qui sont majoritaires ici à la Chambre haute. Alors, qu'est-ce qu'il en dit, Gérard Larcher, président du Sénat ? Alors, tout est une question de mots et de place dans de cette modification dans notre texte sacré de notre République. Pour l'heure, l'exécutif plancherait pour une modification du premier alinéa de l'article 1. On va le voir, ça a son importance. Aujourd'hui, dans les cabinets ministériels, on nous a parlé de cette écriture, vous allez la voir. La France ou la République garantit, je cite, la préservation de la biodiversité, de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique. Gérard Larcher était interrogé sur le sujet dimanche dernier. Écoutez-le énumérer ses conditions pour voter la réforme. Ne pas inscrire dans le préambule de la Constitution ce principe de la protection climatique. Le mettre dans un article, ce sera à la commission des lois de nous faire des propositions, mais au même niveau que d'autres libertés fondamentales, l'égalité entre l'homme et la femme, la liberté d'entreprendre, et donc le mettre au même niveau, pour que nous ayons une écriture à la fois pragmatique, concrète et efficace, et que la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique soient pris en compte dans notre loi fondamentale, mais ne soient pas supérieurs aux principes essentiels de notre loi fondamentale. On l'entend, autant la rédaction que la place dans la Constitution est importante. Écoutez à ce propos Hervé Marseille, le patron des sénateurs centristes au Sénat.
c'est un texte qui n'a pas nécessairement nos faveurs, parce que chacun, évidemment, va interroger le juge constitutionnel pour faire prévaloir son point de vue. Que pourra-t-on faire demain, dès lors que systématiquement on fera appel au juge constitutionnel pour essayer de contrarier des projets importants ? Donc on l'entend sur la place, mais également sur la rédaction de ce changement de la Constitution, eh bien ça grince des dents au Sénat. Alors au-delà de la rédaction exacte et très précise de l'article 1, il faut le dire, on assiste aussi peut-être à une partie de poker politique, non Quentin ? Mais bien sûr, Rebecca, chacun joue ses cartes. Emmanuel Macron essaie de verdir le bilan de son quinquennat avec cette proposition venue, on s'en rappelle, de la Convention citoyenne. Une réécriture de la Constitution, il faut le dire aussi, ça ne coûte pas très cher. Et au passage, l'Élysée tend un piège politique à ses oppositions et Rebecca et surtout aux sénateurs. Ah bon ? Quel piège ? Eh bien, si le Sénat de droite refuse de voter le texte, il prend le risque d'apparaître comme rétrograde, comme refusant une réforme plutôt consensuelle pour les Français. À l'inverse, si les sénateurs votent le texte, ils offrent une victoire politique au président de la République à quelques mois de la présidentielle. Pour finir, Rebecca, en coulisses, les sénateurs ne croient pas du tout au timing de la réforme. Selon eux, cette question de l'écologie dans la Constitution, elle n'est pas prioritaire dans le contexte que l'on connaît de la crise sanitaire. Le calendrier parlementaire est très contraint dans les prochains mois. Il va être donc difficile, selon eux, de tenir la navette entre l'Assemblée et le Sénat et aussi d'avoir la campagne référendaire ou encore le vote. Tout cela avant le lancement de la campagne présidentielle. Bon, alors j'ai fait un peu la fausse naïve, mais du jeu politique, on se doute qu'il y en a un petit peu. Je vais vous interroger là-dessus. D'abord, sur le fond, peut-être, sur ce référendum, ce changement de l'article 1 de la Constitution, vous êtes pour ? On l'a dit tout à l'heure et on le dit tout le temps, l'écologie a pris une part essentielle dans notre quotidien et doit prendre une part essentielle dans notre futur. La Constitution, ça n'est pas une écriture dans le marbre qui est intouchable, elle a d'ailleurs été régulièrement améliorée. Une fois que j'ai dit ça, se dire qu'on ne va jamais mettre l'écologie dans la Constitution devient une erreur. La preuve en est, c'est que finalement on est d'accord sur un point. Elle l'est déjà, via la charte pour l'environnement. C'est ce que disent beaucoup les sénateurs de la Commission des lois. Mais ça n'est pas directement dans la Constitution. Et on retrouve, je me dis qu'on a au moins des points d'accord. C'est que je n'ai pas vu chez le président Larcher ou chez le président Marseille une opposition à en parler dans la Constitution. Donc après, ça va être un travail d'écriture, de bonne position, pourquoi pas. Mais si pour une fois, on partait du principe que ça n'est pas un combat politique. Si pour une fois, on n'arrêtait pas, on disait vraiment l'écologie est transpartisane. Si pour une fois, on ne laissait pas l'écologie uniquement à un parti qui en a pris la couleur et le nom, mais qui ne le fait pas. Et si pour une fois, nous, hommes politiques de droite comme de gauche comme du centre, on se retrouvait sur une idée commune qui ne ferait gagner que la France et que les Français, je serai le plus heureux des hommes. Vous savez, j'ai été élu il y a que 3 ans, et sur cette logique-là, moi je viens pas d'un parti politique, certes je suis à l'AREM aujourd'hui, et j'y suis allé pour des raisons pratiques, mais je n'ai pas d'intérêt dans la politique particulière. Je crois que là, c'est un sujet qui est porté par l'ensemble des Français, et ça sera à la hauteur des hommes politiques de se mettre à ce niveau-là. Mais les mots de la Constitution ont un sens extrêmement important, et ce que dit la droite sénatoriale, si on les comprend bien, c'est qu'en fait, il ne faudrait pas qu'on puisse mettre la protection du climat au-dessus de, par exemple, la liberté d'entreprendre. C'est un argument qui tient. C'est un argument qui tient, que moi j'entends parfaitement. Je vais prendre un exemple tout bête. Aujourd'hui, si on prend la problématique du moteur thermique, de l'essence, etc., et on dit aujourd'hui, il faut de l'électrique, on n'est pas certain que dans 5 ans, on ne nous dise pas que l'électrique était une hérésie écologique aussi. Donc attention, bien sûr que les mots ont une grande importance, que la Constitution nous engage tous les Français. Donc il faut que les mots soient très bien pesés, intelligents. Et c'est pour ça que je dis, sortons du débat politicien dont vous parliez il y a 2 minutes, et trouvons ensemble des chemins pour les Français et pour l'écologie qui est essentielle aujourd'hui. Mais il y en a un du côté de la majorité, non ? Est-ce qu'il n'essaye pas aussi la majorité n'essaye-t-elle pas de faire passer le Sénat pour des conservateurs qui ne voudraient rien bouger, ne faire bouger aucune ligne pour l'écologie ? Ça n'est pas mon cas, vous en doutez bien, en tant que sénateur. Moi, je défends le Sénat mordicus. Mais vous sentez bien qu'il y a aussi ce jeu-là derrière ? On peut le sentir parce qu'on peut être en réaction par rapport à ce que dit le président Larcher ou beaucoup de sénateurs. Et moi je dis, sortons de ce débat-là, pensons-le autrement, pensons l'écologie pour tous les Français, parlons de la Constitution pour tous les Français et sortons d'un débat politique. La Constitution n'a pas été faite pour un parti politique et elle ne doit pas être faite pour un parti politique. La Constitution nous engage sur les 20 ans qui viennent au moins, donc ça dépasse les clivages politiques, nous avons la force de pouvoir le dépasser et le Sénat, quand il le veut, est capable de le faire. Donc
que le Sénat montre le bon exemple avec nous, et moi je suis complètement partant pour travailler sur ce sujet qui est essentiel pour les Français, mais qui est transpartisan. On continue, Martin Lévrier, c'est l'heure de votre carte blanche. Et cette carte blanche, vous souhaitiez la consacrer ce soir aux formations professionnelles. Je crois que vous avez envie de les valoriser. Oui, j'ai eu la chance et le privilège de travailler avec Muriel Pénicaud à l'époque de la loi sur l'apprentissage, qui pour moi était une révolution fabuleuse, une prise de risque énorme, mais une révolution fabuleuse à laquelle j'ai toujours cru, à laquelle je crois énormément. Cette étape est faite. C'est une réussite absolument extraordinaire. On a un nombre d'apprentis qui va croissant. Malgré la crise, on a réussi à promouvoir l'apprentissage. Mais l'apprentissage a son pendant, qui est le lycée professionnel, j'allais dire. Et le lycée professionnel, on l'a un peu oublié dans tout ce débat. Et moi, je suis convaincu de synergie très forte entre l'apprentissage et le lycée professionnel. Il y a eu une approche qui a été faite dans la loi, puisque normalement, chaque lycée professionnel doit avoir son CFA ou son UFA, son unité de formation d'apprentissage, intégré. Mais ça ne me paraît pas suffisant aujourd'hui. Je crois que tout ce qui est le monde professionnel doit être revalorisé, doit redevenir en France une formation d'excellence. Et je crois vraiment que l'approche aujourd'hui que nous avons doit aller encore plus loin et qu'on doit faire une grosse réflexion sur une liaison beaucoup plus forte apprentissage et formation initiale, lycée professionnel, qui sont deux systèmes à peu près équivalents mais qui ne fonctionnent pas de la même façon, et donc on n'arrive pas à créer des synergies. Et je pense qu'aujourd'hui, à une époque où on a pris conscience qu'il fallait réindustrialiser la France, avec par exemple sur la chimie, par exemple sur le médicament, il va y avoir un nombre de métiers incalculables et formidables à créer, à inventer, et que le lycée professionnel peut être une force extraordinaire pour nos jeunes. Et j'ai envie de croire à ça et envie d'attirer la population vers ce sujet-là. Vive le lycée professionnel. Oui, et vive les jeunes. Et vive les jeunes, évidemment. On en a beaucoup parlé hier soir. Merci beaucoup Martin Lévrier d'avoir été avec nous pendant cette demi-heure. Merci à nos 3 chroniqueurs. Merci Antoine. Allons plus loin, continue avec notre grand débat. On va s'arrêter sur un texte qui vient des députés de la majorité et qui remet l'IVG au cœur des préoccupations. C'est le délai légal qui pose question, et notamment depuis le confinement. Pour certaines femmes, les 12 semaines ont été trop justes au printemps dernier lorsque tout s'est arrêté. Et elle serait de toute façon trop juste de manière générale. Oui, mais attention, certains médecins et élus de droite alertent. Avorter après 12 semaines pose selon eux des questions d'ordre éthique ou d'ordre sanitaire. On va ouvrir le débat avec nos invités dans un instant. D'abord, les détails du texte, c'est avec Marion Delpech. Allonger de 12 à 14 semaines le délai légal d'accès à l'IVG, c'est la principale proposition du texte de loi visant à renforcer le droit à l'avortement. Selon un récent rapport de l'Assemblée nationale, 5000 femmes sont contraintes de se rendre chaque année dans des pays proches où le délai légal est supérieur à la France pour pratiquer une IVG. La plupart sont en situation de vulnérabilité, pénalisées par des inégalités territoriales ou des retards de prise en charge, comme l'explique la directrice du planning familial. Aujourd'hui, la seule possibilité qu'on a, c'est ou elles vivent une grossesse qu'elles ne souhaitent pas, ou alors elles sont obligées de partir à l'étranger. Faut juste savoir que ça coûte entre 800 et 3000 euros. Donc ça veut dire que y a celles qui auront les moyens et celles qui n'auront pas les moyens. Ça fait penser un peu, vous savez, avant la loi sur l'avortement, des femmes qui avaient les moyens d'aller en Angleterre et puis les autres qui ne pouvaient pas et qui vivaient une grossesse qu'elles ne souhaitaient pas. Donc ça fait un écart entre les femmes. On n'est pas toutes égales du coup. Et ça, c'est quelque chose qui est intolérable aujourd'hui. Outre l'extension du délai d'IVG, le texte prévoit d'étendre la compétence des sages-femmes pour réaliser des IVG chirurgicales jusqu'à la 10e semaine de grossesse. Une autre proposition vise à supprimer la double clause de conscience spécifique à l'IVG, une concession faite par Simone Veil en 1975 pour faire passer la loi, mais décriée aujourd'hui par les défenseurs des droits des femmes qui la considèrent stigmatisante. Enfin, le texte propose de rendre obligatoire la pratique du tiers payant pour une IVG, de garantir dans tous les cas sa confidentialité et de supprimer le délai de réflexion de 2 jours pour confirmer sa demande. Portée par la députée EDS Alban Gaillot, la proposition de loi a obtenu un large soutien de La République En Marche et de l'ensemble de la gauche. Au Sénat, à majorité de droite, le texte sera vraisemblablement rejeté. Mais pour la sénatrice et ancienne ministre des Droits des Femmes Laurence Rossignol, son examen en première lecture permettra au texte de poursuivre son chemin parlementaire.
Et justement, Laurence Rossignol est avec nous. Bonsoir, vous êtes sénatrice socialiste de l'Oise, vice-présidente du Sénat, membre de la Commission des Affaires sociales, ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Avec nous également Danielle Assoun, bienvenue. Bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricienne, vous avez dirigé le centre d'IVG de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Vous avez fait partie de l'équipe de recherche de l'enquête Fécond sur les pratiques contraceptives en France et vous travaillez auprès d'ONG pour former aux nouvelles technologies dans les domaines de la santé reproductive. Avec nous également, mais à distance, Israël Nizan, bonsoir. Vous êtes professeur de gynécologie obstétrique à l'université de Strasbourg, spécialiste en procréation médicalement assistée, président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français et fondateur du Forum européen de bioéthique. Enfin avec nous également Corinne Imbert, bonsoir. Vous êtes sénatrice de la Charente-Maritime, rattachée au groupe LR. Vous êtes secrétaire du Sénat, membre de la Commission des Affaires sociales et membre de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale. Merci à tous les quatre. Corinne Imbert, justement, on vient de l'entendre dans le sujet de Marion, la majorité au Sénat a été très claire. Elle ne veut pas rallonger ce délai de 12 à 14 semaines pour une IVG. Elle compte même déposer une motion préalable et rejeter le texte avant même la discussion des articles. Pourquoi ce point de vue si tranché? Quels sont vos arguments? Les arguments, ça porte sur les 3 points essentiels du texte, à savoir que un rallongement de 12 semaines à 14 semaines de grossesse, c'est-à-dire 16 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire 16 semaines sans règles, il faut savoir que 95% des interruptions volontaires de grossesse interviennent avant la 10e semaine. Ça, c'est un premier point, un point important. Au cours de la 14e semaine, et bien également, évidemment, le fœtus s'est développé et on voit apparaître les premiers signes des organes sexuels qui se forment. Et donc, on considère que, en fait, c'est pas tant un problème d'accès à l'IVG pour lequel je considère qu'effectivement c'est une urgence et qu'il faudrait qu'on puisse répondre aux femmes qui viennent consulter pour une interruption volontaire de grossesse, parce que c'est, j'imagine, jamais un plaisir d'aller demander une interruption volontaire de grossesse, qu'on puisse apporter une réponse dans un délai d'1 semaine, ce qui me paraîtrait un délai raisonnable pour répondre à la demande de la femme. Autre point du texte, la clause de conscience, la double clause de conscience pour les médecins, qui effectivement était un élément d'équilibre de la loi Veil et qui aujourd'hui force est de constater que ce n'est pas un frein pour l'accès à l'IVG. Et je vais faire le lien avec le premier point de ce texte de loi. Je pense que si on allonge le délai pour une interruption volontaire de grossesse à 14 semaines, qu'on aura peut-être un peu plus de médecins qui feront valoir cette double clause de conscience. Enfin, 3e point de ce texte, étendre la compétence des sages-femmes pour leur permettre de pratiquer l'interruption volontaire de grossesse instrumentale. Or, ceci est permis par une expérimentation qui a été votée dans le cadre de la loi de finances de la sécurité sociale, donc une expérimentation qui est proposée sur 3 ans, donc elle va juste démarrer, et il nous paraissait prématuré d'inscrire cette possibilité dans la loi alors avant même que l'expérimentation de 3 ans puisse se dérouler. Alors, si vous permettez, je voudrais qu'on se concentre vraiment dans ce débat sur l'un des articles de ce texte, Laurence Rossignol, ce passage de délai de 12 à 14 semaines de grossesse. On entend des arguments de la droite sénatoriale, d'ordre médical, d'ordre philosophique aussi, un peu d'ordre éthique. Qu'est-ce que vous répondez ? Écoutez, moi, je ne suis pas médecin. Je vais laisser les médecins qui sont dans ce débat répondre sur les arguments d'ordre médical. Ce que je sais simplement, c'est qu'environ 2000 femmes par an vont avorter à l'étranger parce qu'elles ont dépassé le délai légal en France, qu'elles payent elles-mêmes leur IVG alors que s'il avait été pratiqué en France, il est pris en charge par la sécurité sociale, qu'un certain nombre de femmes découvrent tardivement leur grossesse pour des raisons diverses. Il faut avoir en tête un chiffre, c'est que 75% des IVG sont pratiqués sur des femmes sous contraception. Alors on peut discuter de la nature et de la qualité de leur contraception, mais néanmoins, il y a des femmes qui, sous contraception, ne comprennent pas qu'elles sont enceintes et le découvrent tardivement. Il y a les très jeunes filles qui, elles, ne savent même pas ce qui leur arrive parce qu'elles connaissent ni leur corps, ni l'analyse des événements nouveaux qui se passent dans leur corps. Il y a les éventuels dénis de grossesse. Il y a des éventuels dénis de grossesse, enfin bref. C'est très marginal. Donc, c'est très marginal. C'est pour ça que, comme le disait Corinne Imbert à l'instant, l'immense majorité des femmes recourent rapidement à leur IVG quand elles le peuvent. Et puis, j'en dirai un mot tout à l'heure, il y a quand même des dysfonctionnements
dans l'offre de soins, dans l'accès à l'IVG. Nous avons fermé, nous la France, 22% des centres d'IVG au cours des 15 dernières années. Quand nous débattons avec les ministres de la Santé successifs de la réorganisation de la carte hospitalière, quand on ferme des hôpitaux de province, eh bien, quand on ferme une maternité, le plus souvent, on ferme aussi un centre d'orthogénie avec et on éloigne l'accès à l'IVG. Quand il y a un an, je demandais à Madame Buzyn, lorsqu'elle a mis en place les hôpitaux de proximité, que dans le cahier des charges de ces hôpitaux de proximité, il y ait un centre d'orthogénie. Elle a refusé. Donc, on a des considérants qui sont spécifiques à chaque femme, parce que chaque femme est différente, et des considérants qui sont liés aux défaillances de l'offre de soins ensemble, en France, et une formidable hypocrisie, parce qu'en fin de compte, ça nous arrange bien que nos voisins fassent ce que nous, on ne veut pas faire, et on compte sur l'Espagne, les Pays-Bas ou la Grande-Bretagne pour suppléer à nos états d'âme. Abordons le volet médical, si vous le voulez bien. Israël Nizan, pratiquer un avortement après 12 semaines, ce n'est pas la même chose qu'après 14 semaines. On entendait Corinne Imbert parler des organes génitaux qui commençaient à se former. Est-ce que c'est vrai que cela pose un problème? C'est différent pour les médecins? Avant de vous répondre, je voudrais dire que ça fait 30 ans que je n'ai pas envoyé en Hollande une patiente, même au-delà de 14 semaines, même au-delà de 16 semaines, parce que nous avons dans la loi de la France, qui est excellente, une solution qui s'appelle l'IMG pour cause psychosociale, qui nous permet de prendre en charge bien mieux qu'une IVG, une femme qui est en déni de grossesse, une jeune femme qui se trouve n'avoir pas été capable de se savoir enceinte, et donc jamais, et j'ai toujours interdit dans mon service, où on fait 2200 IVG par an, donc 1% des IVG de France, j'ai interdit qu'on envoie les femmes en Hollande pour faire des gestes que nous pouvons faire en France, et ceci gratuitement. Maintenant, pour vous répondre, la littérature internationale, parce qu'il n'y a pas de littérature française sur le sujet, ou très peu, malheureusement on n'a pas fait de recherche sur le sujet, dit que de toute façon, plus on fait l'IVG tardivement, plus il y a des risques et plus elle est difficile à réaliser. Et donc ceci est très clair, alors, il n'y a pas de problème éthique. Les médecins qui accompagnent les femmes, et le collège que j'ai présidé jusqu'à la semaine dernière, comporte énormément de médecins qui veulent s'inscrire totalement dans le sens du soin aux femmes. Ces médecins me disent à 70% d'entre eux, attention, au-delà du délai actuel, on ne va pas faire. Et donc, ça va nous poser un problème. Vous évoquiez la filière d'orthogénie très fragilisée par des décisions successives de la droite et de la gauche qui ont détérioré le tissu hospitalier. Eh bien, moi, je dis, veut-on améliorer la situation des femmes qui demandent une IVG? Oui, ben ce n'est pas en allongeant le délai, c'est en donnant des moyens au centre d'orthogénie et des moyens considérables et en les fléchant pour qu'une femme soit prise en urgence chaque fois qu'elle demande une IVG. Je n'ai jamais vu de femme me demander une IVG tardive. Par contre, des femmes qui demandent à ce qu'on les prenne tout de suite, il y en a tout plein. Et dans les services qui sont sursaturés avec des personnels insuffisants, on leur donne un rendez-vous à 4 semaines en leur disant « Rassure-toi, comme on a allongé le délai, on va pouvoir te faire une IVG plus tardive. » Eh bien, moi qui suis un vrai défenseur des femmes, pas de communication, mais de santé des femmes, je vous dis, c'est pas la première chose à faire d'allonger le délai. Alors, Daniel Assoun a plein de choses à vous répondre, je crois. D'abord, je voudrais répondre sur une première chose, c'est dire qu'on va régler le problème des termes plus tardifs en réglant le problème de l'accès aux soins, certainement pas. Certes, évidemment que nous sommes favorables à augmenter l'accessibilité des femmes, l'ouverture des centres d'IVG. Bien sûr, nous sommes éminemment favorables et nous savons très bien qu'il y a dans certaines régions des dysfonctionnements évidents, non seulement pour recevoir les femmes, mais même pour leur proposer les différentes méthodes qui existent. Mais nous aurons toujours des femmes qui seront au-delà du délai et pour lequel ce n'est pas l'histoire d'avoir refusé une IVG qui est en cause. C'est le fait qu'elles arrivent pour toute une série de circonstances. Madame Rossignol les a effectivement énumérées et qui fait que, effectivement... Il faut réécrire la loi pour cette minorité de femmes. Elles ne viennent pas à 14 semaines et on ne les fait pas traîner. Elles sont déjà à 15 semaines, elles sont déjà à 16 semaines.
Le deuxième argument d'Israël Nizan qui consiste à dire ces femmes-là, il faut les prendre dans le cadre de l'interruption médicale de grossesse. Donc, IMG. L'IMG est réservé depuis la loi Veil à des femmes dont la grossesse met en jeu leur santé ou lorsqu'il y a une malformation chez l'enfant à naître. Certes, c'est une possibilité, mais pourquoi faire passer par une procédure qui est tout à fait valable dans les termes d'une IMG, mais lourde, mais qui est longue, qui est complexe, ou qui est extrêmement arbitraire, car vous aurez des comités qui vont effectivement accepter ces femmes et d'autres ne vont pas les accepter. Sur quels critères allez-vous les accepter ? Souvent, ces patientes-là, parce que moi aussi j'ai procédé ainsi, on les passe en psychiatrie. Mais en fait, elles n'ont pas de pathologie psychiatrique. C'est une histoire sociale, c'est une histoire psychologique, c'est pas automatiquement une pathologie psychiatrique. Alors, le dernier élément auquel je voudrais répondre à Israël, c'est l'histoire des complications. Dans l'état sanitaire dans lequel nous sommes, c'est-à-dire de bonnes conditions sanitaires, l'IVG est faite dans de bonnes conditions avec des risques de complications minimes. Risque zéro, ça n'existe pas en médecine, nous le savons tous, mais je voudrais quand même dire une autre chose par rapport à la technique, c'est que au fond, les services de gynéco-obstétrique font depuis très longtemps des interruptions de grossesse tardives dans le cadre des IMG. Donc, ils savent faire. Il n'y a pas... Après, bon, on peut former plus de gens, en particulier dans les centres d'orthogénie. Mais les gynécologues obstétriciens, ils ont l'habitude des interruptions de grossesse tardive pour des raisons médicales. Professeur Nizan, je sais que vous voulez réagir, je vous laisse réagir et j'aborderai une autre notion juste après. Contrairement à ce que vient de dire ma collègue Danielle Assoun, l'IMG règle la totalité des problèmes parce que vous le savez, l'IMG n'est pas limité en délai. Nous avons la possibilité de faire une IMG à 18 semaines et ça nous est arrivé, à 20 semaines et ça nous est arrivé. Et comme elle vient de le dire, nous savons faire et je pense qu'il ne faut pas envoyer ces femmes à l'étranger. Si on passe par l'allongement du délai qui est demandé, eh bien, on revient sur le même sujet dans 3 ans pour aller à 18 semaines et on revient dans le même sujet 3 ans plus tard pour aller à 20 semaines. Je propose qu'on mette fin à ce débat et qu'on dise l'IMG psychosociale, eh bien, il y a une commission qui est faite de médecins, c'est les mêmes médecins que ceux qui font actuellement, qui ne fait pas une procédure lourde, qui fait une procédure extrêmement rapide et on peut mesurer la rapidité de cette procédure, mais c'est une procédure qui encadre, qui aide, parce que c'est un signe d'appel. Une femme qui vient tardivement pour son IVG, et je vous rappelle que c'est moins de 2% des femmes, c'est-à-dire pas 5000, pas 3000, pas 2000, mais beaucoup moins, et personne ne l'a mesuré correctement. Ce que je dis, c'est que nous, en prenant les femmes en urgence depuis 30 ans à Strasbourg, c'est-à-dire le jour où elles appellent, elles ont un rendez-vous, nous n'avons que 10 demandes de dépassement de délai par an, et c'est toutes des dénis de grossesse et des petites jeunes. Prenons-les en charge beaucoup mieux que par la simple IVG, c'est-à-dire en les aidant avec une psychologue, avec une assistance sociale, c'est-à-dire par la qualité des soins. C'est sûr que ce n'est pas aussi élégant que d'allonger le délai parce que ça, c'est très payant sur le plan électoral, mais ce n'est pas payant pour les femmes. Laurence Rossignol, je vous laisse répondre et après, je me permets de reprendre un tout petit peu la main. Allez-y. D'abord, je crois qu'on n'est pas obligé d'être insultant dans ce débat et de soupçonner quelqu'un comme moi de porter ce dossier pour des raisons électorales. On peut considérer qu'on a des convictions qui sont différentes. C'est ce que je pense de vous, Monsieur Nizan, et les miennes sont aussi respectables que les vôtres. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est de dire que la procédure d'IMG, c'est une procédure dans laquelle la femme demande à un collège de médecins de prendre une décision la concernant. C'est-à-dire qu'il y a un transfert de la décision. La femme perd son droit à l'IVG pour se remettre à un collège. Et puis enfin, ne parlons pas comme si cette histoire de 16 semaines, d'abord 16 semaines cette année, puis 18, puis 20, tout ceci n'est pas sérieux, je trouve, comme argument. Ne parlons pas comme si on inventait quelque chose qui n'existe pas. Nos voisins espagnols, hollandais ou britanniques ne sont pas des barbares. Et par ailleurs, je crois qu'on a tous
loué et on s'est réjoui de ce qui s'est passé en Argentine il y a quelques semaines. Les femmes ont enfin obtenu la loi. Et vous savez quel est le délai qui a été retenu en Argentine? Celui que nous proposons de prendre pour la France demain, c'est-à-dire celui de 14 semaines. Donc 14 semaines n'est pas un délai qui est anormal dans l'histoire de l'IVG sur la planète. Faisons cette comparaison. Dans le rapport d'information sur l'IVG rendu public en septembre dernier par l'Assemblée, on a appris, alors ce chiffre-là peut-être que vous le contesterez, que près de 5000 personnes allaient à l'étranger, 5000 femmes allaient à l'étranger pour se faire avorter hors délais légaux. Où vont-elles? On va regarder ce tableau, des pays qui vont parfois bien au-delà des 12 semaines. L'Espagne et l'Autriche autorisent l'avortement jusqu'à 14 semaines, la Suède jusqu'à la 18e semaine de grossesse, les Pays-Bas jusqu'à la 22e semaine, le Royaume-Uni 24 semaines. Au Canada, il n'y a carrément pas de délai légal, aucun délai maximal pour se faire avorter. On fait confiance aux femmes. C'est ce que nous a dit le professeur Yves Ville, chef du service d'obstétrique de l'hôpital Necker à Paris. On l'écoute et évidemment, je vous fais réagir après. Vous savez qu'au Canada, qui est un pays que tout un chacun, et en particulier francophone, considère comme civilisé, eh bien, il n'y a pas de terme à l'IVG et on fait simplement confiance aux femmes. Donc, que des gynécologues renommés prennent des femmes pour être des idiotes qui oublieraient simplement leur pilule ou dont la pilule aurait été un échec et qui ont besoin très très vite d'une IVG très très vite, eh bien, ceci est assez dégradant pour l'image de la femme. Corinne Imbert, je trouve que ça pose une question très très intéressante et je vous ferai réagir évidemment, mais est-ce qu'on ne doit pas tout simplement faire confiance aux femmes ? Bien sûr qu'il faut faire confiance aux femmes, évidemment, ça serait malvenu de dire le contraire. Mais pour autant, je ne suis pas sûre, et je partage les propos du professeur Nizan, je ne suis pas sûre que de repousser de 2 mois le délai pour une IVG réglera le problème, parce qu'effectivement, je pense que d'ici quelques temps, on continuera les comparaisons, on ira dans tel pays. Je précise, Corinne Imbert, pas de 2 mois. Oui, pardon, 2 semaines, excusez-moi. Le délai, la date limite pour une interruption volontaire de grossesse remettrait le débat dans quelques temps. Bien sûr qu'il faut faire confiance aux femmes, bien sûr qu'il y a des femmes pour qui il y a ou un déni de grossesse ou un problème de pilule, etc. Ce que décrivait au début de votre émission ma collègue. Mais pour autant, est-ce que la loi doit s'écrire pour pallier à quelques exceptions? Je n'en suis pas sûre. Le chiffre de 5000 personnes, 5000 femmes qui iraient à l'étranger, il n'est pas prouvé. J'avais plutôt un chiffre entre 1500 et 2000 situations de femmes qui seraient obligées d'aller à l'étranger pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse. Donc là encore, il faut que le débat soit apaisé. Moi, je ne suis pas convaincue du tout que l'allongement de 2 semaines règle le problème pour toutes ces femmes, même si on les fait grandes, on leur donne évidemment pleine écoute et pleine confiance, et c'est ça qui est important, mais ça ne peut pas être à la carte. Israël Nizan, sur cette question de la confiance aux femmes, est-ce que je peux juste vous rappeler les mots très forts du discours de Simone Veil en 1974 devant l'Assemblée nationale? Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes, c'est toujours un drame et cela restera toujours un drame. Aucune femme n'avorte par plaisir ou par confort, Israël Nizan. Est-ce qu'on ne peut pas leur faire confiance ? C'est ce que je fais depuis que je suis dans cette discipline et je me suis battu souvent contre ma discipline pour que les femmes, et c'est pour ça que j'avais remis un rapport en 1999 à Martine Aubry, pour que les femmes en besoin d'IVG aient un parcours plus simple. J'avais été à l'origine de l'allongement du délai et je n'avais pas anticipé le retrait d'un certain nombre de collègues. Je voudrais répondre à Laurence Rossignol. La participation des médecins à la décision, est-ce que c'est tellement désagréable que ça? Somme toute, ce sont les médecins qui vont faire ces gestes-là. Alors participer à la décision, c'est-à-dire obtenir leur agrément, c'est-à-dire demander au médecin qui va faire est-ce que tu es d'accord de le faire? Est-ce que vous imaginez d'ailleurs, Laurence Rossignol, un autre système que le système de gré à gré, qui consiste à dire, ben voilà un geste qui va être un peu plus difficile, un peu plus long, ou qui survient chez une femme qui a besoin d'une aide différente. Mettons en place des moyens autour de cette femme pour que l'aide soit beaucoup plus
cossu et que nous puissions l'accompagner. Est-ce que c'est tellement injurieux que de dire il faut respecter totalement le droit des femmes, et je suis le premier à le dire, mais il faut aussi que les médecins soient d'accord d'effectuer ces gestes? Eh bien, je pense que c'est normal et naturel, et on ne peut pas parler de bientraitance des femmes sans évoquer le problème de la compétence et de l'acceptation par les médecins de ces gestes. Daniel Assoun. Alors, deux choses. Je reviens sur la confiance. C'est un débat qu'on a eu en 2001 au moment du passage de 10 à 12 semaines. C'est-à-dire dire que les femmes sont au fond des idiotes et que parce qu'elles ont un temps plus long, elles vont retarder leurs IVG, etc. C'est une aberration qui ne s'est pas confirmée par les chiffres. Les femmes avortent de plus en plus tôt. Ce qui veut bien dire que celles qui arrivent à des termes au-delà de ce qui est légal sont des femmes qui sont dans des difficultés majeures et qu'on ne peut pas, même si c'est un petit nombre, comme ça les négliger et dire est-ce nécessaire de faire une loi pour un petit nombre? Oui, ça peut l'être parce que ce sont des femmes qui sont les plus en difficulté. Pour répondre à Israël Nissan par rapport aux médecins, je dirais, et là je suis en total désaccord avec lui, non, ce n'est pas aux médecins que je suis, moi, gynécologue obstétricienne, ayant fait des IVG toute ma vie, ce n'est pas à moi de décider si une femme peut ou pas garder sa grossesse. Mon travail de médecin, c'est d'abord de faire les choses le mieux possible techniquement, de ne pas la mettre en danger et effectivement, de voir s'il n'y a pas de contre-indication. Ça, c'est mon rôle de médecin. Ce n'est pas mon rôle de médecin, et je parle de médecin et non pas seulement de femme. Il se trouve que je suis femme et médecin. Ce n'est pas mon rôle de médecin de dire oui, non, pour cette raison. J'accompagne, j'écoute, j'entends, et je fais ce qu'on me demande de faire, car c'est dans la loi. Laurence Rossignol, sur la question de la confiance aux femmes, pardon d'y revenir, mais il y a ces questions qui reviennent régulièrement. Est-ce que l'avortement est un peu banalisé, dédramatisé avec les années? C'est l'avis de la philosophe Chantal Delsol, qui s'était exprimée dans une tribune au Figaro Vox en 2017. Je vous vois sourire, mais son avis peut aussi être intéressant dans ce débat. Simone Veil, ce que fut son intention en 75 et ce qu'est devenu sa loi depuis. Voilà le titre de cette tribune et voilà ce qu'elle écrivait. Le fait que l'IVG soit devenu un droit, une option comme une autre, comme on le voit dans le feuilleton Plus belle la vie, la rend banale et par là insignifiante, ce qu'à aucun moment Simone Veil n'avait voulu. Qu'en pensez-vous ? Mais je pense que la question de l'IVG n'est pas consensuelle en France. Ce qui s'est passé au moment de la loi Veil, avec une très forte hostilité de la droite à l'Assemblée nationale, la loi Veil qu'on devrait d'ailleurs appeler loi Halimi-Veil, je pense que Gisèle Halimi est pour beaucoup dans l'adoption de cette loi. Ce qui s'est passé avec une très forte opposition de la droite à l'Assemblée nationale n'a pas totalement disparu. Nous avons toujours en France des adversaires actifs de l'IVG. Des gens qui considèrent que l'IVG est un meurtre, que la pilule du lendemain est un avortement. Ça existe aussi. Et vous prenez les manuels qui sont diffusés par la Fondation Le Jeune à destination des jeunes lycéens à qui leurs parents ont confié ces livres, vous y trouvez tout un réquisitoire contre l'IVG et contre la pilule du lendemain. On aurait tort de penser que ça a été un peu banalisé. Alors, ce que je pense, c'est que l'opinion est totalement favorable à ce nouveau droit des femmes, qui d'ailleurs n'est plus nouveau. Quant à l'histoire que l'IVG aurait été banalisé, ça veut dire que pour les femmes, l'IVG serait une autre contraception. Ceci est faux. Alors moi, je ne pense pas, tout à fait comme le disait Simone Veil, que l'IVG soit systématiquement un drame pour les femmes. Certaines femmes vivent leur IVG en serrant les dents, c'est pas un moment agréable pour toute femme, mais il n'y a pas d'assignation au traumatisme, contrairement à ce qu'on nous raconte, mais surtout il y a un enjeu idéologique. C'est une liberté, c'est un droit des femmes. Regardez ce qui se passe en Pologne, regardons ce qui s'est passé en Argentine. Ces femmes ont conquis le droit à disposer de leur corps contre l'Église catholique en Argentine, et elles l'ont perdu en Pologne, ce droit, sous la pression d'un gouvernement particulièrement conservateur. Donc cessons de discuter
discuter comme si on était tous d'accord. Et ce que j'observe, c'est que les adversaires de l'IVG aujourd'hui ont compris une chose, c'est qu'on ne peut pas demander l'abrogation de la loi Veil. Ils ne peuvent pas le demander, parce que l'opinion est à plus de 80% soutient cette loi. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils disent on s'en tient à la loi Veil, en ignorant qu'entre la loi Veil et maintenant, l'état de l'opinion et du débat a changé. Et donc c'est à ça que je reconnais les adversaires de l'IVG aujourd'hui, c'est ceux qui disent la loi Veil, rien que la loi Veil. Eh bien, nous avons progressé. Au début, il y avait quand même l'exigence dans la loi Veil d'une condition de détresse. Nous l'avons supprimée progressivement. Israël Nisand, effectivement, évoquait son rapport. Nous avons allongé le délai. Nous avons supprimé le délai de réflexion. Il y avait dans la loi Veil un délai de réflexion. C'est ça qui est intéressant sur la question de la confiance. En fait, les femmes, il fallait qu'elles réfléchissent bien. Elles venaient à l'hôpital, elles demandaient une IVG et on leur disait « Revenez dans 8 jours, réfléchissez bien parce que probablement vous êtes venus là comme ça sur un coup de tête. » Comme si une femme venait sur un coup de tête demander une IVG. Donc tout ça est une affaire idéologique, culturelle et politique. Ce texte sera rejeté au Sénat demain, cela fait pas de doute. Il va repartir à l'Assemblée nationale qui pourrait décider de le reprogrammer en mars. Du côté de l'exécutif, on est assez frileux. En pleine crise sanitaire, le gouvernement a préféré émettre un avis de sagesse. Olivier Véran l'a exprimé en octobre devant les parlementaires et la complexité de sa phrase en dit long sur son embarras. Écoutez, ça dure quelques secondes. Au regard de l'attention que je porte et que j'ai toujours portée à l'exercice de ce droit fondamental, il ne m'apparaît donc pas aujourd'hui possible de considérer que l'orientation principale de ce texte résoudra, en tout cas à lui seul, l'accès à l'IVG. C'est donc avec une sagesse hautement mesurée, sur des raisons formelles, mais qui sont significatives et auxquelles je crois, que le gouvernement abordera chacune des questions soulevées par les articles et les amendements. Bon voilà, Corinne Imbert, est-ce que vous pensez dommage pour les femmes. C'est vraiment dommage pour les femmes. Est-ce que, Corinne Imbert, vous pensez qu'effectivement l'exécutif botte un peu en touche sous la pression de ces anti-IVG dont parlait Laurence Rossignol ? Oui, il y a certainement un manque de courage du ministre. Mais je voudrais justement dire gentiment à ma collègue Laurence Rossignol que la droite républicaine ne se résume pas à la Fondation Le Jeune. Je suis de droite, je suis au groupe Les Républicains, je ne suis pas une opposée, je ne suis pas opposée à... Le travail qu'elle fait sur la loi bioéthique, ce n'est pas la Fondation Le Jeune, Corinne Imbert. Je vous rends cet hommage, chers collègues. J'ai dit. Merci Laurence, merci. Donc voilà, du coup j'ai perdu un petit peu le fil, mais c'est pas grave. Écoutez, je suis désolée. Je disais, écoute, la droite ne se résumait pas à ça. Je ne suis pas opposée à l'IVG comme un certain nombre de mes collègues, mais je ne pense pas très sincèrement que d'allonger 2 semaines réglera le problème. Quant au ministre, on voit bien qu'il est très très prudent parce qu'effectivement, il a la pression peut-être de l'opinion, mais encore une fois, c'est la décision d'une interruption volontaire de grossesse prise par une femme, je vais peut-être dire une évidence, mais c'est suffisamment douloureux. C'est un choix difficile et que déjà ça mérite le respect. Donc voilà, sans aller plus loin, je pense que c'est déjà une chance pour notre pays que cette interruption volontaire de grossesse soit possible depuis plus de 40 ans en France et qu'on n'a pas attendu les années 2020 pour évidemment l'autoriser. Israël Nisand, on voit bien que l'IVG pose encore quelques questions. Certains, effectivement, continuent de le remettre en question. On va voir quelques images, puisque c'est le cas de militants qui ont manifesté le week-end dernier, place du Trocadéro à Paris. Selon les sources, ils étaient entre 1000 et 5000 personnes. Évidemment, ça change un peu la donne. Pour sécuriser ce droit, le professeur Yves Ville de Necker propose de l'introduire dans la Constitution. C'était à lire dans Le Parisien hier. Vous avez dû le lire, ça aussi, Israël Nisand. Est-ce qu'il faudrait inscrire ce droit dans la Constitution pour définitivement verrouiller ce droit ? Je ne pense pas qu'on puisse revenir en arrière sur le droit à l'IVG. Dans notre pays, 95% des personnes sont satisfaites que ce droit existe et même les gens qui ont défilé lorsqu'ils ont leur fille de 13 ans qui se trouve enceinte, ils viennent en consultation et disent « Vous savez, je suis contre l'IVG, mais quand même pour ma fille, tout de même. » Donc le droit à l'IVG, je ne le sens pas menacé. Je vais vous dire ce qui est menacé. C'est les moyens dont nous disposons pour accueillir les femmes. Nous n'avons pas de moyens. Et s'exonérer à bas prix en faisant une loi qui, soi-disant, améliore l'accès à l'IVG, alors que ça n'améliore rien du tout et que ça fragilise ce droit, ça me fâche. Nous n'avons pas les moyens d'accueillir les femmes dans des centres d'orthogénie. Heureusement qu'il y a le monde libéral qui fait 30% des IVG dans les cabinets pour les IVG très précoces, mais pour les 70 autres % qui vont dans les hôpitaux, on se trouve dans des
situations, à certains endroits, les chefs de service ont maintenu les moyens contre vents et marées, mais c'est au détriment d'autres activités. Je dis la chose suivante, si on veut vraiment aider les femmes en demande d'IVG, c'est pas en allongeant le délai qu'on le fait, parce que ça, on peut régler le problème des délais dépassés très facilement dans notre pays. Ce n'est pas en disant aux médecins de travailler sans décider. Pour vous répondre en 10 secondes, 20 secondes maximum. Non, je ne te laisserai pas dire ça, Israël. On ne peut pas régler le problème des délais tardifs facilement. On les règle peut-être dans ton service, ce n'est pas le cas ailleurs, dans d'autres régions de France, où c'est une galère pas possible pour les femmes. Et je rappelle qu'en ce moment, en période de pandémie, il y a un petit problème aussi pour se rendre à l'étranger. J'ai eu avant-hier un coup de téléphone d'une jeune femme qui est à 16 semaines, qui doit partir en Hollande, et c'est pas simple en ce moment, en période de pandémie. Là. Merci infiniment à tous d'avoir participé à ce débat. LPL continue. Place à notre match des idées. Confrontation de points de vue ce soir entre Frédéric Pons et Nicolas Tenzer. On va s'arrêter sur cette transition sous haute surveillance aux États-Unis. Donald Trump quitte définitivement la Maison-Blanche, direction la Floride, avec sa femme qui a fait ses adieux sur Twitter hier en lançant une sorte d'appel au calme. Parce que c'est bien cela que redoutent les autorités, de nouvelles violences comparables à celles de l'épisode du Capitole. À quelques heures de la prestation de serment de Joe Biden, Washington s'est barricadé. Samia Dechir. Ils sont plus de 20 000 déployés dans les rues de Washington. À la veille de l'investiture de Joe Biden, les militaires quadrillent la ville. Après l'invasion du Capitole le 6 janvier par les partisans de Donald Trump, le FBI craint des violences des groupes d'extrême droite. Avenues désertes, ponts bloqués, stations de métro inaccessibles, une zone rouge allant du Capitole à la Maison-Blanche a été entièrement bouclée. C'est vraiment étrange. La dernière fois qu'on était ici, il y a une semaine, il y avait plein de voitures. C'est une avenue très fréquentée. Et c'est très bizarre. On dirait une ville fantôme. Mercredi, Joe Biden prêtera serment à midi heure locale avant de prononcer son discours d'investiture. Donald Trump, lui, aura déjà quitté la Maison-Blanche. Il a choisi de ne pas assister à la cérémonie de son successeur, une première depuis 1869, signe d'une Amérique profondément divisée. Je pense que nous allons assister à un discours beaucoup plus transpartisan dans le ton. Même si Joe Biden a obtenu 81 millions de voix, Donald Trump en a obtenu 74 millions. Il y a donc beaucoup d'Américains qui n'ont pas voté pour le président, mais il a besoin de leur soutien pour essayer de réconcilier et de rassembler le pays. Exceptionnelle à plus d'un titre, cette cérémonie se fera également sans la foule des grands jours. Pour éviter les risques de propagation du Covid-19, les Américains ont été priés de suivre l'événement derrière leur écran de télévision. Pour représenter le public, près de 200 000 drapeaux ont été plantés sur l'esplanade du National Mall, où se pressent normalement des centaines de milliers d'Américains pour accueillir leur nouveau président. Et avec nous pour le match des idées en direct ce soir sur Public Sénat, Frédéric Pons, bienvenue. Vous êtes journaliste, écrivain, enseignant, consultant, conférencier et spécialiste des questions internationales. Nicolas Tenzer, bienvenue. Vous êtes essayiste, politologue, philosophe, directeur de la revue Le Banquet, président fondateur du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique. Merci à tous les deux d'être avec nous. Nicolas Tenzer, peut-être pour commencer, est-ce que vous redoutez des violences à quelques heures de cette investiture officielle? Est-ce qu'on peut s'inquiéter de la situation ou est-ce que, j'ai envie de dire, la colère est un peu passée? Non, la colère n'est pas passée et surtout la mouvance d'extrême droite, de conspirationnistes, voire néofascistes et néo-nazis est bien présente. Elle a été aussi présente dans les rangs de la police. Le FBI a montré tout cela. C'était extrêmement. Il y a des enquêtes très serrées pour un certain nombre de policiers ou de membres des forces armées. Sur l'incident du Capitole ? Qui ont participé exactement à l'incident du Capitole le 6 janvier. Et donc il y a beaucoup d'investigations. Il y a beaucoup de groupes effectivement qui ont été repérés. Enfin, il y a eu des enquêtes de services des services de police et de renseignement qui sont diffusés par les médias américains qui le montrent. Donc il y a de vraies inquiétudes, d'où le fait que vous ayez 20 000 personnes de la garde nationale qui soient déployées pour essayer de limiter. Alors on n'aura pas évidemment une prise d'assaut du Capitole, c'est impossible vu les mesures de sécurité. En revanche, on peut parfaitement imaginer que dans les alentours de Washington, dans certains quartiers, même s'ils sont bouclés, il y ait effectivement des incidents. Pourtant cette fois ça a été clair du côté de Trump, il y a eu des appels au calme, des appels à la non-violence. On voit Melania Trump sur Twitter
Twitter qui nous a dit « Rappelez-vous toujours que la violence n'est pas une réponse et n'est jamais justifiée ». C'est clair. Oui, son message à Melania Trump. Melania Trump est très digne, je trouve, très fort, un peu surprenant, parce que jusque-là, elle était très silencieuse, très discrète. Et je ne sais pas si son message portera, mais Donald Trump lui-même, il y a quelques jours, a appelé au calme. Ce que dit Nicolas est très juste. On est aux États-Unis, en Amérique, il y a des fous furieux partout. La violence fait partie de la culture, dans toutes les communautés, pas seulement à l'extrême droite, mais aussi à l'extrême gauche. Mais la capitale est verrouillée d'une façon, je crois, inédite. 20 000 soldats, policiers. Quand on regarde le dispositif lancé sur Washington, c'est très impressionnant, le nombre de voies, de ponts et de sites totalement interdits à la population. Je pense qu'il n'y aura rien dans le centre, dans l'hypercentre où se dérouleront les cérémonies. Il peut y avoir des provocations, oui, effectivement, à la périphérie. Mais qu'est-ce que ça dit de l'état des États-Unis? On avait la semaine dernière l'essayiste David Jay sur ce plateau qui nous disait « Je crois que l'Amérique n'en a pas fini avec ses démons. Et ces démons, ils ont un nom simple, c'est celui de la guerre civile. » C'est vrai? Oui, parce que c'est-à-dire que ce sont des démons qui n'ont jamais été complètement éteints, en quelque sorte. Parce qu'ils existent effectivement depuis la guerre civile, mais vous avez eu quand même les épisodes du Ku Klux Klan, il faut quand même le rappeler, les épisodes extrêmement douloureux à l'époque de la déségrégation. Vous avez des violences quotidiennes, je dirais, dans la plupart des villes américaines, en tout cas un certain nombre d'entre elles, malgré tout, qui sont prises d'assaut. Vous avez évidemment la culture des armes à feu dans certains États, il ne faut pas l'oublier, parce que derrière la violence, il y a aussi les moyens de la violence. Et le fait qu'on n'ait pas réussi dans la plupart des États à bannir le commerce libre des armes est quand même en soi un problème très sérieux. Et puis, il y a eu aussi évidemment un président américain, Donald Trump, qui a largement soufflé sur les braises. Il y a des membres de son équipe, ça a été maintenant démontré, qui ont participé au lancement de cette marche, effectivement, qui a pris d'assaut finalement et qui a complètement dégénéré. Vous avez sur des réseaux sociaux, je dirais des théories du complot, effectivement, qui ont été aussi largement suscitées par Trump et son équipe. Je pense au mouvement Still the Vote, enfin, effectivement, qui est très représentatif. Le mouvement Canon, évidemment, aussi, d'une certaine manière. Mais je crois que ça, c'est aussi quelque chose qui montre cette espèce de capacité d'un pays de ne rien comprendre de ce que fait l'autre. Et donc, le grand défi de Joe Biden, et c'est une tâche qu'il n'accomplira certainement pas immédiatement, c'est une mission impossible, c'est d'essayer de réconcilier ces deux parties de l'Amérique. Réconcilier une partie des démocrates et des républicains, raisonnable, digne, c'est tout à fait possible. Réconcilier toutes les Amériques, c'est beaucoup plus compliqué. Je trouve facile et réducteur de tout ramener à Trump qui aurait soufflé sur les braises. Sans doute maladresse, un peu de folie dans tout ça, mais la violence existait bien avant Trump. Dès l'origine, les États-Unis sont une société fracturée. Il y a la guerre civile, la guerre de sécession, mais ça n'a jamais cessé. Les violences politiques, sociales, raciales n'ont pas cessé d'agiter l'histoire des États-Unis. Ils ont eu des présidents tués, assassinés. Ils ont eu, quand on regarde les chiffres de la violence raciale ou sociale, qu'elle vienne des policiers ou qu'elle vienne de toutes les minorités qui s'en prennent aux forces de l'ordre, c'est effrayant. On ne connaît pas ça en France. Et je dois dire que ce qui a rajouté à ces violences, c'est évidemment la paupérisation d'une partie de ces communautés et c'est surtout la fracturation de cette société américaine qui pouvait rêver à une certaine époque de poursuivre ce fameux melting pot, faire de tous les citoyens américains de vrais patriotes. Or, ça, c'est un mythe, c'est un peu fini. On voit ce qui peut-être nous guette, nous, en Europe, une société qui se fracture en communautés. C'est le multiculturalisme qui génère aussi la violence. Comme chez nous, demain, en Europe, on aura ça, j'en suis persuadé. On va partir en Russie maintenant, messieurs. C'est le deuxième thème de ce match où le cas Alexeï Navalny semble embarrasser sérieusement le Kremlin. À peine atterri, à peine arrêté, l'opposant russe a repris la parole dans la salle du tribunal pour s'en prendre directement à Vladimir Poutine. Papy, dans son bunker, a tellement peur de tout qu'il a simplement déchiré et jeté à la poubelle le code de procédure pénale, a-t-il dit dans un enregistrement. Et l'homme a appelé ses partisans à descendre dans la rue, écoutez. De quoi ces bandits ont-ils le plus peur? Vous le savez, ils ont peur que les gens descendent dans la rue parce que c'est le facteur politique qu'on ne peut pas ignorer, c'est l'essence de la politique.
Ne restez pas silencieux, résistez, descendez dans la rue, personne ne nous protégera sauf nous-mêmes. Nicolas Tenzer, quoi qu'on pense des convictions de l'homme et de ses méthodes, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Il est en train de défier Vladimir Poutine et de menacer d'une révolution populaire. Il a défié et il défie effectivement Vladimir Poutine parce qu'il n'y a pas d'autre solution que celle-là dans un État criminel, mafieux, qui a tout verrouillé. C'est la seule condition pour que la liberté puisse s'exprimer, c'est s'exprimer évidemment de manière illégale dans des manifestations qui sont en général interdites. Et on l'a vu d'ailleurs avant l'empoisonnement par le FSB de Navalny, vous aviez un très grand nombre de manifestations dans les rues, non seulement à Moscou et Saint-Pétersbourg, ce qui est traditionnel, ou Nijni-Novgorod, mais également dans un certain nombre de petites villes, de villes moyennes. Et donc effectivement la seule solution, et c'est effectivement d'un courage absolument extraordinaire, c'est effectivement de dire soyez présents, révoltez-vous. Et lui, il l'a fait. Il a failli le payer de sa vie. Il risque de le payer à nouveau d'ailleurs de sa vie. C'est pas tout à fait terminé. Mais c'est la seule solution dans cet État qui, encore une fois, est un État criminel à l'intérieur et à l'extérieur. Il ne faut jamais l'oublier. Et je pense que c'est ça, effectivement, qu'il faut faire. Alors, juste une petite parenthèse. Vous aviez parlé effectivement de tribunal. Ce n'était pas un tribunal. C'était un poste de police déguisé en tribunal avec une procédure totalement illégale, bien évidemment. Moi, je trouve incroyable que dans ce pays policier que vous décrivez, eh bien, l'opposant numéro 1, comme on l'appelle, puisse donner une interview comme ça, vidéo, de façon ininterrompue. Vous avez une vision caricaturale de la Russie. Si le débat est diffusé en Russie, ça doit faire sourire les Russes. Et ils vont nous sortir encore le coup de l'arrogance française. Dire que la Russie, telle que vous la décrivez, est un État criminel, mafieux, mais non, pas vraiment. Qui est Navalny ? C'est une marionnette. Il fait sourire en Russie. Navalny est sous le coup de plusieurs affaires de corruption et d'escroquerie. Il s'est présenté aux élections à plusieurs reprises. C'est ça qui est important. Il ne fait pas peur au Kremlin ? Mais pas du tout, pas du tout. Navalny, on fait 3 erreurs sur lui. Qui est l'homme ? L'homme est un affairiste qui a une ambition politique, qui s'est présenté aux élections. Son meilleur résultat, c'était à Moscou. Moscou, le fief des bobos et des opposants russes, il avait fait 30%. Il s'est présenté ensuite à la présidentielle. Il a fait 3 ou 4%. Les sondages d'opinion, y compris par l'Institut Levada, qui est le plus reconnu en Europe, en Occident, comme sérieux, le crédite de même pas 8% d'opinion favorable. Navalny est une marionnette, innocente ou consentante, de la politique d'influence des États-Unis et de l'Occident. Il a été formé aux États-Unis, il a reçu des fonds, et c'est pour ça que les Russes disent que c'est un agent de l'étranger. Il a reçu des fonds d'un certain nombre de fondations bien connues pour alimenter les mouvements d'opposition dans un certain nombre de pays, au nom de la démocratie. Et Navalny porte ça sur lui. Et du coup, pour s'en sortir, il doit systématiquement être dans la provocation à l'égard du Kremlin, parce que les médias parlent de lui. Et quand il fait des manifestations, en 2018, je suis allé le voir, j'ai fait des manifestations. Je ne sais pas si vous êtes allé en Russie récemment. Les gens disent, bon, il est sympathique, il peut être courageux, mais il n'est pas très fiable. Et puis, on l'a vu avec des mouvements racistes. Navalny a côtoyé des mouvements qu'on qualifierait chez nous de nazis, de néo-nazis. Navalny est pour, les Occidentaux ne le savent pas, mais c'est vérifié, est en faveur du rattachement de la Crimée à la Russie. Et tout ça n'est jamais rappelé par les médias occidentaux. Nicolas Tenzer. Alors oui, vous reprenez le discours du Kremlin, ce qui est votre droit, effectivement, c'est ce qu'il dit de manière parfaitement... Regardez les vraies études, les vraies enquêtes journalistiques. Pas les journalistes du courant dominant qui sont toujours à la remorque des grands médias américains qui se sont trompés. Ça, c'est surtout le complotisme, effectivement, des États-Unis, l'agent de l'étranger, fait effectivement la propagande du Kremlin. Mais vous croyez ce que disent les États-Unis ? Souvenez-vous, tous les bobards qui nous ont fait gober pour entrer en guerre, pour déstabiliser tel ou tel pays. Là, je suis désolé. Là, je parle des organisations des droits de l'homme. Et les organisations des droits de l'homme, je connais suffisamment de Russes. Je suis allé très très souvent en Russie. Je suis ami avec beaucoup de ces dissidents russes. Ils savent effectivement la réalité. Lisez le livre aussi, vous l'avez peut-être lu d'ailleurs, de Catherine Belton récemment, qui montre effectivement les conditions de l'ascension de Poutine à l'aide effectivement d'un système mafieux. Je ne parle même pas effectivement des crimes de guerre
guerre commis par la Russie en Syrie et vraisemblablement en Ukraine. Ce qui est vous vouliez faire la guerre à la Russie en Syrie. Ce n'est pas le sujet maintenant. Si, parce que sur le cas Navalny, effectivement, je n'ai pas quelqu'un que je défendrai toujours quant à ses positions, parce qu'effectivement, vous l'avez rappelé. Là, je vous accorde sur la question, pas sur le côté d'affairiste. Sur le côté, en revanche, qu'il ait soutenu dans le temps, effectivement, le rattachement de la Crimée à la Russie et pas à l'Ukraine, effectivement, est effectivement une erreur et une faute politique que personnellement j'ai dénoncée en son temps très largement. Navalny a probablement évolué. Personnellement, c'est vrai, j'aurais peut-être préféré que Boris Nemtsov, effectivement, ait été le candidat contre Poutine. Boris Nemtsov était probablement plus proche de d'idées libérales que personnellement je défends. Mais sauf que Boris Nemtsov, comme un très grand nombre de dissidents, comme tous ceux qui à un certain moment gênent Poutine, sont soit assassinés, soit contraints à l'exil. Navalny n'a pas de soutien populaire. Il a des soutiens. Il a de plus en plus. Il n'avait pas de soutien populaire, effectivement, il y a 2 ou 3 ans. Mais encore aujourd'hui, les grandes manifestations qu'il veut organiser rassemblent 1500 personnes. Oui, mais attendez, il y en a eu beaucoup plus. Sauf que vous savez très bien que les conditions pour manifester, effectivement, en Russie sont extrêmement dangereuses. Moi, je loue chaque fois les Russes qui manifestent librement, parce qu'ils prennent chacune et chacun à chaque des fois risques. qu'il a été arrêté, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on reprend le détail, c'est très intéressant. Attendez, il a été empoisonné. Il a été empoisonné. Semble-t-il, mais par qui? Ah ben vous le savez. Oui, lisez l'étude de Bellingcat et toutes les évidences sont parfaitement montrées. Pour vous, il n'a pas été empoisonné par le Kremlin? Non, je dis, il a probablement été empoisonné, mais pas par le Kremlin. Mais j'en doute, je ne sais pas, je n'ai pas les éléments. Lisez attentivement l'équipe de Bellingcat. Navalny s'est attaqué à la corruption en Russie, à la corruption. Oui, d'ailleurs, il y a le film qu'il a récemment... Il s'est attaqué à des réseaux de corruption qui ne sont pas que ceux du Kremlin, qui sont ceux du Caucase, des républiques d'Asie, des républiques russes d'Asie. Et là, il s'est fait beaucoup d'ennemis. On oublie complètement ça et on met tout sur le dos de Poutine qui aurait dit « empoisonnez-moi ce mec ». Mais pour Poutine et le Kremlin, Navalny, c'est peanuts. Il est surveillé, il est contrôlé. On lui demande, quand il veut faire une manifestation, de l'annoncer, ce qu'il ne fait pas, donc il tombe sous le coup de la loi, comme en France. Ce serait la même chose en France. Un tout petit peu plus répressive qu'en France. Il veut organiser des manifestations à côté du Kremlin, essayer d'organiser une manifestation à côté de l'Élysée. Et ça finira comme les Gilets jaunes. Et on sent que le sujet vous passionne, mais on va passer au 3e thème de ce match qui va peut-être vous passionner lui aussi. Les tensions, les attentats, les enlèvements, les massacres au Sahel. Pas une semaine sans une tuerie. Quelle frappe des militaires français, des civils locaux ou des casques bleus? Que se passe-t-il sur place? Les groupes armés se sont-ils récemment renforcés? À l'instant, Emmanuel Macron qui nous dit lors de ses vœux aux armées à Brest, la France va ajuster son effort militaire. Avant d'en parler avec vous, je voudrais qu'on accueille dans ce match Jean-Marie Bockel. Bonsoir. Vous êtes l'ancien maire de Mulhouse, ancien secrétaire d'État à la Défense. Vous étiez sénateur il y a encore quelques mois. On vous recevait sur ce plateau. Vous les entendez, ces questions qui se posent quand même sur la présence française sur place. Pour vous, Barkhane doit continuer alors que Emmanuel Macron le dit lui-même ce soir. Il faut ajuster, la France va ajuster son effort militaire. Oui, ces questions sont pertinentes. Je pense que pour pouvoir partir, car nous avons vocation à partir, certainement progressivement par étapes, il ne faut pas partir comme ça du jour au lendemain, il ne faut pas partir sans avoir préparé le départ, ou alors ça n'était pas la peine de venir. Nous sommes venus à la fois pour éviter que le Mali et ses voisins, vraisemblablement, en tout cas certains d'entre eux, ne basculent, ne deviennent une sorte de califat du Sahel. Ce risque existait, c'était l'argument présenté à l'époque à juste titre par le président de l'époque, François Hollande, et évidemment pour nous protéger, parce que nous sommes la proximité, et dans ce contexte de terrorisme que vous avez rappelé, qui nous frappe, c'était un enjeu qui n'a pas disparu. Alors évidemment, ajuster, c'est bien. Je suis entièrement d'accord. Ce qui va être important dans les réunions qui vont se tenir 1 an après Pau, et tout pas forcément sur la place publique, ce sera de savoir comment la mise en place de forces de sécurité de ces pays, notamment militaires, que ce soit le Mali ou ses voisins,
vont se poursuivre. Car on le sait tous, il y a encore quelques années, au moment de notre intervention, à part quelques bataillons valeureux, ces forces s'étaient complètement dissolues. Et c'était souvent d'ailleurs la volonté des pouvoirs politiques eux-mêmes qui craignaient peut-être d'être renversés, comme ils avaient pu le faire eux-mêmes par le passé, adossés sur ces armées qui à l'époque avaient encore une certaine consistance. Aujourd'hui, elles se reconstruisent. Et on peut dire que actuellement, en dehors, je ne parle pas des forces des Nations Unies, je ne parle pas non plus de la présence de certaines forces européennes qui ne combattent pas, mais qui font un travail de formation très utile. Mais celles qui sont en capacité de combattre, aujourd'hui, on peut dire qu'à côté des forces françaises, il y a des forces importantes, commandées, armées et en capacité de combattre avec des soldats courageux, motivés. Donc il faut poursuivre ce travail. Et il faut naturellement que ces États continuent à être face à leurs responsabilités, ce qui pose la question de la gouvernance. Vous avez encore, il n'y a eu pas si longtemps, y compris dans l'armée, des officiers qui ne payaient pas les soldes, la corruption était à tous les étages, donc là, il y a certainement encore un travail à poursuivre. Et puis enfin, le dernier élément du triptyque, avec la sécurité à reconstruire localement, avec aussi le soutien bien sûr de l'Union africaine et notre soutien, avec la question de la bonne gouvernance, car s'il n'y a pas d'État, évidemment, rien ne peut se faire durablement. Il y a la question du développement économique. Et là aussi, tout se tient. Nous pouvons aider. L'Union européenne peut aider, elle le fait de manière massive. Mais s'il n'y a pas, je dirais, un ensemble avec au sommet une gouvernance qui s'améliore, et ça c'est le fait des pays africains eux-mêmes, on ne peut pas le faire pour eux. C'est une responsabilité qu'ils doivent prendre, qu'ils ont commencé à prendre. Regardez, au Mali, il y a eu ce coup d'État, donc les choses sont en train de se reconstruire. Nous avons bien sûr l'espoir que nous ayons des partenaires. Je vous propose de faire tourner la parole. N'hésitez pas évidemment, si vous voulez reprendre la parole quelques secondes, mais on va faire réagir nos invités en plateau. Nicolas Tenzer, c'est un sujet qui commence sérieusement à concerner aussi l'opinion. Il y a un sondage récent qui a été fait sur cette stratégie militaire. La semaine dernière, donc une enquête IFOP, 51% des sondés sont défavorables à l'opération Barkhane, dont 19% très opposés. Et on entend Emmanuel Macron ce soir qui parle d'ajuster cette présence française au Sahel. Je pense que le terme ajustement est exact. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que nous quittions le Mali et le Sahel comme cela. D'abord parce que nous avons quand même eu un certain nombre de succès, il ne faut pas le rappeler, que malgré tout les groupes terroristes djihadistes ont été quand même pour partie très affaiblis. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce point. Par les groupes français, insuffisamment certainement, mais quand même. Mais en revanche, la question se pose. Malheureusement, effectivement, je me tourne vers Jean-Marie, mais 55 soldats tués au total dans les opérations au Sahel, c'est quelque chose qui est insupportable. C'est insupportable. Et pour beaucoup de Français, ils ne comprennent pas. Et c'est vrai qu'on a l'impression... Il y a les Français et puis il y a les locaux. Et puis, voilà. Mais on a quand même l'impression, effectivement, qu'on a une forte d'exposition de nos forces qui est tout à fait excessive. Nous portons aussi ce fardeau, 1 milliard d'euros par an. Quand même, c'est quelque chose aussi de considérable. Et on a un peu l'impression que c'est une sorte de... de puissant fond. C'est-à-dire qu'on pourrait continuer effectivement pendant longtemps. Mais se retirer n'est pas possible. Et donc on est effectivement sur cette recherche d'un équilibre. Mais je pense qu'effectivement, c'est un équilibre. Je n'ai pas la solution miracle à apporter. Mais effectivement, il faut certainement poursuivre dans cette voie. Frédéric Pons, on se pose vraiment des questions sur l'utilité aussi de cette opération. Je voudrais juste vous citer Bastien Lachaud sur Slate.fr, député La France Insoumise qui évoque souvent ces sujets et qui interpelle le gouvernement. On ne peut pas dire que la situation s'est améliorée depuis 8 ans. Le nombre de djihadistes ne réduit pas durablement. Le coût humain et financier est sans commun rapport avec ce qu'on peut en tirer. Il faut redonner au peuple sahélien les moyens de décider eux-mêmes. Oui, alors il y a beaucoup de vrai dans ce qui est dit par le député, ce qu'a dit Jean-Marie Bockel. Je partage quasiment tout ce qui vient d'être dit. En réalité, nous allons ajuster Barkhane, il le faut, parce que Barkhane avait été ajusté déjà il y a 1 an. On avait augmenté les effectifs pour injecter des forces combattantes. Les effets ont été immédiats sur le terrain. La France a marqué des points. La France et ses alliés ont marqué des points, ont éliminé, ont tué un bon millier de terroristes, de djihadistes. C'est un succès. Malgré tout, quand on regarde aujourd'hui, au terme de cette année, on peut évidemment alléger un peu le dispositif, mais la menace reste
partout. On voit bien que les djihadistes et les bandits de grand chemin, parce qu'il n'y a pas que des djihadistes, ont été dispersés, mais sont capables encore de porter des coups par l'intermédiaire de mines posées sur les routes, ou d'attentats, ou de coups d'éclat. Mais je dirais que le problème est-il militaire aujourd'hui ? La France, avec le minimum de morts au combat, il y en a toujours trop, mais c'est assez peu finalement. 50 réellement morts au combat, c'est terrible, mais c'est finalement peu pour une opération qui dure depuis janvier 2013. Donc on peut continuer à rester, on peut porter encore des coups très sévères. Le problème n'est plus seulement militaire, il est politique. Or, nous menons une guerre à moitié, c'est-à-dire la guerre, c'est à la fois l'aspect militaire et l'aspect politique, avec un objectif politique à atteindre. Sur le plan militaire, le travail est fait, bien fait par nos forces, grâce à un engagement, à un courage, à une rusticité exceptionnelle que les Américains, en tout cas, reconnaissent et apprécient. Mais nous sommes seuls. Les Européens, malgré quelques renforts, ne sont pas à nos côtés dans les combats. Les Maliens et les forces, à part peut-être les Tchadiens, mais les forces africaines ne sont pas encore opérationnels. Et la vraie responsabilité aujourd'hui repose sur les gouvernants. Jean-Marie Bockel l'a très bien dit, c'est un problème de gouvernance. Nous n'avons pas, je trouve, pour ma part, suffisamment pesé sur les dirigeants africains pour leur faire prendre leurs responsabilités. Ils ont une espèce d'assurance-vie avec cette force Barkhane qui, semble-t-il, les dissuade de prendre les mesures qu'il faudrait, de restaurer l'administration, d'en finir avec la corruption et de redonner confiance aux populations, parce que tous les jours qui passent, de nouveaux jeunes ou moins jeunes basculent dans la rébellion, qu'elle soit djihadiste ou pas, parce qu'ils ne supportent plus la vacance de l'administration, l'absence de services sociaux, d'éducation et la corruption du pouvoir, des pouvoirs centraux. Jean-Marie Bockel. 50 morts, c'est 50 morts de trop. Il ne faut pas que ce soit 50 morts pour rien. Et si on veut poursuivre ce que disent les uns et les autres dans ce débat que je trouve fort pertinent, on doit accepter aussi de voir la complexité de la situation. Il y a à la fois des pays qui, à bien des égards, sont artificiels entre le nord et le sud. On a une problématique touareg qui a pour partie basculé vers le djihadisme, mais pour partie, pour des raisons diverses et variées. Il est certain qu'une partie de ces populations, on pourrait parler des Peuls ou d'autres, peuvent rentrer dans le droit chemin. Ce ne sera pas le cas des djihadistes, naturellement. Il ne s'agit pas de faire preuve de laxisme. Ensuite, la question du développement économique. Vous savez, n'oublions jamais une chose. Certains parlaient la dernière fois d'une situation comparable au Taliban, en disant finalement on a bien trouvé un accord avec eux, etc. Le Sahel, ça n'est pas l'Afghanistan. Nous sommes quelques-uns, c'est mon cas, à avoir sillonné pendant des décennies, que ce soit à travers des accords de coopération décentralisés qui ont porté des fruits, que ce soit à travers tout simplement le bonheur d'aller voir les amis africains et de les soutenir. C'était des pays qui ont traversé des décennies de paix, de développement. C'était le cas pour le Mali, y compris dans le Nord, même s'il y avait cette problématique touareg, d'accords de paix qui n'étaient jamais respectés, etc. Donc tout ça, ça fait aussi partie de l'histoire de ces pays. Ça fait aussi partie de leurs aspirations. Et donc, aidons ces pays à donner un espoir à la jeunesse, aidons-les à surmonter un certain nombre de fractures. Il n'y a pas d'autre solution. Et encore une fois, continuons à œuvrer pour qu'il y ait davantage de solidarité internationale, européenne, et la montée en puissance de forces de sécurité. Et le fait de dire qu'on va commencer à se retirer, c'est aussi une manière un peu de mettre la pression, alors que beaucoup de travail a été accompli, alors qu'il y a eu des succès, mais c'est avant tout une affaire politique. Ça, je crois que les militaires sont les premiers à en avoir conscience. Nicolas Tenzer. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-Marie Bockel, c'est-à-dire que, d'abord, effectivement, encore une fois, il n'est pas question qu'on se retire. Je pense que ce serait totalement irresponsable aujourd'hui. Ce serait laisser tomber ces États, ce serait les jeter encore plus dans un état de... Pardon ? Et l'opération n'aurait servi à rien.
Oui, en plus, effectivement, ce serait les jeter dans un état de catastrophe. Alors, c'est tout à fait exact qu'aujourd'hui, effectivement, un certain nombre de ces États sont totalement corrompus, mal gouvernés, ne donnent aucun espoir, que ça attise effectivement tous les mouvements de protestation. Et c'est vrai, en même temps, si j'ose dire, qu'on ne peut pas non plus les mettre sous tutelle. Ça non plus, c'est quelque chose qui est impensable. Donc, on est effectivement, on est dans une situation qui ne peut pas être décrite en des termes simples. C'est effectivement quand même essayer d'un peu contrôler l'emploi des fonds donnés notamment par l'Union européenne, et notamment évidemment la France ou par les grandes organisations d'aide internationale. C'est essayer effectivement d'avoir quand même un peu plus de soutien. C'est vrai que nous nous sentons un peu seuls, hein, vous l'avez rappelé là justement. Effectivement, nous intervenons seuls, les autres c'est plutôt un soutien logistique, ça c'est un peu un vrai problème. C'est peut-être aussi essayer de voir, ça fait partie du dialogue qu'on va avoir enfin avec une administration américaine cohérente et digne, celle de Joe Biden, discuter aussi avec les Américains. Et je pense que ça aussi c'est un point important. Comment est-ce qu'ils peuvent faire plus? Alors, ils nous aident déjà en matière de renseignement aérien, notamment, mais c'est probablement insuffisant. Il faudrait peut-être aller plus loin. Il nous reste 20 secondes. Deux remarques. Rapide. Nous payons en ce moment, dans tout le Sahel, les manquements budgétaires des 20 dernières années. Manque d'hélicoptères, manque d'avions, manque de drones. C'est malheureusement, et les soldats sur place le disent. Et deuxième remarque, c'est que parmi les scénarios possibles, on peut aller vers un allègement très important du dispositif pour ne conserver que ce qu'on appelle les forces spéciales, le moins de convois terrestres, le moins de bases fixes pour les Français, capables d'intervenir quand une menace se précise en un point du territoire, pour laisser le maximum de liberté aux Maliens, Nigériens et les autres de reconstituer leur État. Et on s'arrêtera sur vos deux remarques. Merci infiniment à tous les trois. Merci Jean-Marie Bockel d'avoir participé à ce match des idées. Merci à tous. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain à 18h et à 22h30. En attendant, bonjour chez vous. Demain, dès 7h30, Oriane Mancini recevra notamment Karima Deli, eurodéputée Europe Écologie Les Verts. Excellente soirée sur Public Sénat.